Salut à tous, c'est Pangvachono, bienvenue sur cette vidéo. On continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. Salut Li. Salut, salut. Et on continue notre cheminement également sur le petit ouvrage de Secret Place de Richard Mackenzie, qui est psychologue et qui nous donne ce coup-ci, et c'est ce qu'on a vu sur les premières parties, vraiment une dynamique qui est intéressante et qui nous permet de réfléchir sur la méthode Silva, ce coup-ci un petit peu moins sur le côté hypnose, même si vous allez voir qu'il en parle, mais plus de façon générale sur le côté psychologie. Et il donne des réflexions qui sont chouettes, notamment pour les personnes qui sont à côté des diplômés Silva ou instructeurs Silva, qui sont thérapeutes dans les psychopratiques, que ce soit EFT, EMDR, du tapping, que ce soit tout plein de systèmes. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que ça nous permet de voir aussi la méthode au travers du filtre d'un psy. Et apparemment, il avait pas mal aidé à l'époque José sur ce sujet. Donc, Lee a retrouvé son petit Secret Place aussi, donc elle a pu le regarder. J'ai regardé sur Internet, il est une fois de plus pas forcément disponible pour nous les francophones, alors c'est en anglais, hein, mais c'est des livres qui sont quasiment plus édités, ce qui semble assez normal. D'ailleurs, est-ce que tu sais si Silva International continue à éditer des livres ou plus du tout? Je crois plus du tout. Hein? Sauf ceux qui sont vraiment bien connus, bien sûr, pour le public. Mais tous ces petits livres qui sont un peu inconnus, justement, ils ont laissé tomber. D'accord. Parce que tu vois, c'est un des trucs où je vois quand même qu'il y a beaucoup. Hop, attends, je vais mettre du froid sous mon PC, que j'ai peur après qu'il surchauffe. Et vu qu'il fait chaud par chez moi, voilà, je mets des glaçons sous mon PC, tu vois. Comme ça nous évite. Parce que tu vois, je crois que la dernière fois où ça brouillait dans tous les sens, c'était parce que je pense qu'il surchauffait le PC. Et vu qu'il faisait très chaud. Mais tu sais, c'est vraiment bien. On dirait que c'est Brexit qui nous a séparés de l'Europe. Parce que toute l'Europe est dans un chaleur. Ouais. Et nous, on a le jet stream qui passe. Et ici, il fait 20 degrés. Ah ouais? Oui, un tout petit peu plus, mais vraiment pas. Ah, c'est fou. Ah ouais, vous êtes, c'est le Brexit qui a fait ça, c'est sûr. Ouais, donc tu dis que ils sont plus vraiment éditeurs. C'était vraiment bien, je trouve cette notion. Donc ils éditaient beaucoup sous Psycho-Ontology, Institute of Psycho-Orientology. Et souvent, ils ont édité pas mal de petits ouvrages. C'est dommage qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils ne le fassent plus parce que il y avait des ouvrages comme ça. Alors après, je sais pas comment ils les sélectionnaient, mais il y avait une dizaine d'ouvrages et où je pense que José trouvait que c'était pertinent pour les personnes de chez Silva. Et aujourd'hui, difficile à trouver parce que plus édité. Et comme je vous dis, ça, moi, je les ai trouvés que sur Amazon US, AB Books. Donc plutôt des trucs britanniques ou des trucs américains. Et l'ordre de prix aussi, comme la dernière fois, qui était élevé, c'est autour entre 50 et 90 euros un petit ouvrage comme ça. Hein. Donc tu sens que c'est vraiment, c'est plus diffusé du tout. Hein. Parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient leur propre maison d'édition. Et maintenant, tous les livres Silva sont édités par d'autres éditeurs. Donc, tu as les livres célèbres, Méthode Silva, Getting Help from Your Other Side, tous ceux qui sont classiques pour le public, ça, c'est toujours édité. Mais les petits livres comme ça, un peu, justement, qu'est-ce que je peux dire, un peu exceptionnel. Même l'autobiographie de José Silva, ce n'est plus édité. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement de choses là-dedans. Ouais, mais tu vois, c'est là où c'est dommage et absurde parce que regarde, avec Amazon, on peut tous éditer des livres. On peut tous le faire. C'est pas difficile. C'est hyper simple d'accès. Ils ont déjà en plus les ouvrages sont corrigés. Tout est fait. Ils ont vraiment qu'à tout transmettre sur Amazon et ça peut être fait super facilement. Tu vois, je trouve que c'est dommage qu'ils n'utilisent pas ce créneau-là pour continuer la démarche qui était vraiment pertinente de José par rapport à ça et mettre en avant un paquet d'ouvrages qu'il a considéré comme utiles. Alors, là, on se retrouve dans pouvoir et gloire et c'est le contrôle du subconscient. Il n'y a rien de mauvais avec
l'induction et la déduction, les raisonnements, pardon, le raisonnement inductif et le raisonnement déductif, excepté qu'il est nécessaire d'évoluer sur une certaine connaissance de base et ça prend une série d'étapes. Le subconscient est un modèle plutôt intuitif et peut aller toucher une base de connaissances plus large en contournant le process de raisonnement. En faisant ainsi, on peut directement percevoir les vérités et les faits indépendamment d'un raisonnement, d'un processus de raisonnement. Je trouve que cette facette-là est intéressante pour nous si on veut un peu rationaliser ce qu'on fait pendant la méthode et notamment sur les cas, donc 404. On sait que ça oriente vers cette clairvoyance, cette idée-là, de bien comprendre la différence qu'on fait entre les processus de raisonnement inductif-déductif, donc je déduis quelque chose ou j'ai quelque chose qui vient en interne et après je vais raisonner au travers de ça, et justement la notion où on touche le subconscient qui, lui, a une idée qui est moins logique, et c'est souvent ce qu'on dit en hypnose, on définit le conscient comme logique, analyse et volonté à un moment donné, et on définit le subconscient comme mémoire à long terme, les valeurs, les croyances, les patterns, etc. Donc, tout le principe de dire, quand on est en alpha, on est plus proche de notre subconscient et le subconscient n'est pas forcément hyper cohérent et logique. C'est le conscient après qui donne du sens à, mais qui donne de la logique à. Mais en réalité, l'information qu'on a par le subconscient, il a du sens. Et c'était un des points que j'avais trouvé très intéressant. Alors, je ne sais plus comment je l'avais étudié, mais j'avais compris au bout d'un moment que le conscient est logique et analytique. C'est ce qui va donner vraiment une logique, une structuration de la pensée ou de ce qu'on est en train d'apprendre ou d'étudier, ou de ressentir ou de percevoir, tu vois. Et le subconscient a du sens. C'est-à-dire que ce qu'il fait n'est peut-être pas logique, mais a une orientation qui a du sens de façon plus profonde. Et je trouve que prendre en considération cette notion comme il le propose, de dire, bah, lui, il contourne le raisonnement, mais il va taper sur une plus vaste connaissance, mémoire à long terme, valeurs, croyances, ensemble des schémas qu'on a déjà mis en place, ça a du sens. Et c'est ce qu'on appelle les points de référence après. Les points de référence, c'est quoi au bout du compte? C'est aller récupérer un ensemble d'expériences du subconscient qu'on a pu valider consciemment. Tiens, quand je ressens telle chose, ça signifie dans le subconscient telle ou telle chose, et j'ai donné de la logique à une sensation, une perception, une vision, une couleur, une émotion qui m'arrive à un moment donné. Et en réalité, quand on y pense, le point de référence, c'est vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que toi, t'en penses de cette petite... cette notion-là, et est-ce que tu es d'accord avec ce que je propose? Oui, justement, ça correspond. Alors, après, justement, quand il va dans tous les états de conscience différents, il explique, mais moi, je trouve hyper intéressant la façon dont il montre cette connexion entre le conscient et l'inconscient, ou bien le subconscient, et comment chacun a sa faculté, son job, et comment, en fait, ils travaillent ensemble. Et oui, et aussi, bien sûr, la fameuse définition d'hypnose de Hellman. Hypnose, c'est un état de conscience when you bypass the critical faculty of the mind. Tu contournes la faculté critique de l'esprit. Alors, pour Hellman, la faculté critique était justement tout ce qui est logique, analytique. Donc, on trouve la même chose un peu dans plusieurs disciplines. C'est intéressant. Exactement. C'est là où... comme vous connaissez l'origine un petit peu de pourquoi on fait ces podcasts avec Lee, moi, c'était vraiment ce rapport avec l'hypnose qui m'intéressait. Là, on est complètement dedans, en tout cas dans ce qu'on a dans l'ouvrage, avec cette idée de vous dire, à partir du moment où vous commencez à créer, à avoir de la clairvoyance, si on prend le mot Silva, mais que vous commencez à avoir des intuitions, des sensations de choses par rapport à des cas, et que ça vous semble pas logique. Oui, effectivement, quand quelqu'un te dit Josiane, 67 ans, qui habite dans le Rhône, tu n'es pas censé savoir à ce moment-là que toi, tu es en train de percevoir qu'il y a une tension au niveau de ses côtes et qu'elle s'est peut-être blessée là-dessus parce que toi, tu as un point de référence qui t'a dit que souvent, quand tu as cette sensation-là, c'est une fracture, par exemple. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est se dire le subconscient, par rapport à l'ensemble des suggestions qui sont proposées, ne serait-ce que par un cas, va te donner un ensemble d'informations
qui peut être complètement associé ou pas, mais qui va permettre d'avoir un décodage de ce que tu es en train de percevoir. Et de façon plus concrète dans le quotidien, quand vous dites, tiens, je vais signer cette personne-là ou je vais aller à ce rendez-vous-là ou j'y vais pas, au contraire, vous dire, ah, bah, j'ai eu la bonne intuition, mais c'est parce qu'en fait, vous avez observé plein d'éléments qui paraissaient anodins d'un point de vue conscient. Le subconscient, lui, il s'est dit, tiens, c'est marrant, il y a ça, il s'est passé tel truc, je connais cette personne-là qui m'a dit ça, bon, et le fil en aiguille, l'information que vous finissez par dire, c'est, ah, je préfère pas aller le rencontrer ou je préfère pas prendre ce boulot-là. Mais c'est pas anodin, c'est que derrière, vous avez cumulé de l'info et on revient là encore dans la notion Silva, c'est l'information qui nous intéresse. On doit être des chercheurs d'information parce qu'avec l'information, on peut trouver des solutions, c'est-à-dire prendre des décisions. Je trouve vraiment que c'est un beau pont avec tout ce que nous, on peut connaître en hypnose et en psycho. Alors, ah voilà, alors ça, en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant et je pense que j'aimerais qu'on se pose un petit peu sur ça, sur les prochaines réflexions. C'est que j'ai trouvé que dans l'ouvrage, il a beaucoup appuyé sur la notion de sensation, feelings. Alors, nous, en français, on parle beaucoup de feeling maintenant, mais ça ne veut rien dire pour nous. Ça ne veut rien dire parce que c'est une espèce de francisation du mot anglais. Mais la notion de feel, c'est sensation. Le problème, c'est que feeling en anglais, ça peut être ou sensation ou émotion. C'est un peu entre les deux, physique et mental. Et exactement. Là, c'est net, c'est clair qu'il parle de l'émotion. Exactement. Et je trouve que c'est assez intéressant, là, toute cette notion de dire, souvenez-vous que vous avez votre feeling au sujet. Souvenez-vous que vos feelings au propos de différentes choses sont plus fortes et dominent là où ce que vous préférez, en fait. Donc, c'est hyper intéressant de voir la coloration de notre subconscient. Donc, l'ensemble des expériences que vous avez faites a conclu des choses. J'aime cette chose, j'aime pas cette chose-là, j'aime la glace au chocolat, mais j'aime pas la glace à la vanille. Okay. Et donc, les sensations / émotions, et là on pourrait associer les deux, les feelings de façon générale, vont être plus prédominants et plus forts par rapport à ce que vous aimez. C'est-à-dire que quand on vous dit, quand un instructeur ou quelqu'un de Silva vous dit, tentez de vous connecter à l'émotion de bien-être, de bonheur, de joie. Percevez que vous êtes déjà en train de réussir, en train de recevoir, en train de vivre les choses. Plus vous allez aimer, donc plus vous allez être motivé, plus vous allez être stimulé, plus ça éveille quelque chose que vous connaissez, plus vous allez pouvoir vous y associer et plus donc vous allez pouvoir ouvrir la possibilité de réaliser les choses. Parce que vous allez être connecté sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous, dans votre subconscient, et qui en même temps, vous êtes en train de le faire émerger avec une notion de plaisir, de joie, etc. Et ça va créer un cercle vertueux parce que plus j'aime quelque chose, plus c'est intense pour moi, plus je visualise avec cette notion-là, plus j'y donne de l'émotion et des sensations, plus je prends du plaisir, plus ça me permet d'avoir un point de référence, etc. Le cercle est vertueux à ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui. Et en fait, ça rejoint tout ce qu'on en apprend dans la loi d'attraction aussi, que ça ne suffit pas de simplement visualiser le but, il faut vraiment se visualiser comme si on l'a déjà avec toutes les émotions, les sentiments, etc., qu'on va avoir quand on aura obtenu le but. Et lui, il répète ça, mais c'est fondamental à la visualisation créatrice. Mais effectivement, il y a beaucoup de trucs qui l'ignorent, qui disent simplement visualiser avec l'émotion comme si on l'a déjà accompli. Et à ce moment, il dit pas fais semblant, il dit quelque chose qui est l'équivalent que fais comme si, justement, tu l'as déjà obtenu. Donc, ça m'a vraiment résonné. Mais alors, tu sais que là, j'ai lu, non, j'ai pas lu, j'ai regardé un podcast, il y a un neuro que j'aime bien, qui fait des podcasts assez sympas, et il a dit quelque chose sur les objectifs. Il faisait un podcast que sur les objectifs, et il revenait à des choses assez classiques, il faut avoir une stimulation pour le mettre en place, un désir, si on a envie,
j'ai bien aimé, là, il a dit un autre critère, il a dit il faut que l'objectif que l'on a soit suffisamment motivant et compliqué pour que ça nous stimule, mais il ne faut pas que ce soit trop compliqué, sinon ça ne va pas nous stimuler, et il ne faut pas que ce soit trop peu compliqué, sinon ça ne va pas nous stimuler non plus. Donc, on ne va pas le réussir. Ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Un autre point qu'il a mis en avant, et là, c'est un peu plus rare de l'entendre, et ça va même parfois en antagoniste avec ce que l'on peut dire d'ordinaire, et c'est ce qu'il a dit lui-même. Il dit, tiens, moi d'habitude, comme on vient de le dire maintenant, on dit, tu prends ton objectif, tu te projettes dans la réalisation de ton objectif émotionnellement, et tu te connectes à cette idée de l'obtenir, de l'avoir, de le vivre, etc. Et il dit, les études montrent maintenant que même si ça, il faut le prendre en compte dès le départ, c'est pas le meilleur moyen de maintenir la motivation à réussir quelque chose. Et là, il revient sur un rapport très neuro. Hein. Notre cerveau est orienté vers le négatif. Notre cerveau est orienté vers le négatif pour survivre. OK ? Oui. Pour survivre. Ça, c'est important. Et il part du postulat que l'une des meilleures choses à faire est de partir sur le fait de si je n'atteins pas mon objectif, qu'est-ce que je ressentirais si je ne l'ai pas ? Et là, on reprend un élément. J'ai fait une petite vidéo il y a 2 jours dessus, mais là, je le reprends pour les personnes qui sont plus axées sur Silva. Burt Goldman avait dit à un moment donné de partir sur l'idée que je ne vais pas prendre, par exemple, je veux perdre du poids. Je prends le principe du poids parce que ça parle à beaucoup de personnes. Je veux perdre du poids, d'accord ? Donc, je veux avoir un poids qui me convient, plutôt que perdre du poids. Et je peux très bien me dire, bon, bah, je vais manger ces biscuits-là et je vais manger le paquet de biscuits. Ou, comme dit, comme va dire Burt, c'est je vais plutôt prendre un biscuit et si vous avez suivi un petit peu les podcasts avec Lee, je vais juste en prendre un petit peu, je vais prendre plaisir et faire vraiment en sorte que ce plaisir se diffuse à l'intérieur de moi et je sois content d'avoir pris ce biscuit. Et je prends simplement ça, j'en prends pas d'autres. Mais si j'ai envie d'en prendre d'autres, ce qu'il expliquait, ce que Lee explique, je crois, en hypnovision, c'est que si vous êtes en train de vous projeter à vous dire, mais qu'est-ce que je ressentirais si je mange l'ensemble du paquet de biscuits ? Oui. Qui est donc, si moi qui veux perdre du poids, si j'ai envie d'atteindre un poids qui me convient, si je me projette maintenant à me dire, je viens de manger un paquet de biscuits au chocolat et qu'en plus je m'amuse à me dire ça vaut 1000 calories, est-ce que je serais satisfait dans 10 minutes alors que j'aurais mangé tout mon sucre ? Mais est-ce que je serais content de moi ? Est-ce que je serais content de me dire si tous les jours je fais la même chose, au bout du compte, je vais devenir peut-être encore plus gros alors que je veux moi mincir et que derrière, je ne serais pas satisfait. Et cette notion de se dire, je me projette dans ce qui se passerait si ça ne se passe pas. Donc, en gros, si je fais des efforts et que derrière de mes efforts, je n'ai pas ce que je veux, ça motive davantage que parfois rester sur ce que l'on veut. C'est très intéressant, cette notion-là. Donc, en gros, quand vous êtes sur un objectif, et ça peut être très intéressant à prendre en compte, vous visualisez, vous ressentez ce que vous allez vivre quand vous y êtes. Mais pensez aussi, quand vous sentez que ça ne va pas, ou vous êtes en train de perdre un peu pied, je veux perdre du poids, et puis là, je ne sais pas, ça fait 2 jours où je vois plein de mets et je les veux. Se dire, qu'est-ce qui se passerait si je n'arrive pas à mon objectif ? Si dans 6 mois, je vois que sur ma balance, je suis au même poids, je vais être triste, ça va m'agacer, je vais être énervé, j'aurai l'impression que ça ne va servir à rien, etc. Alors que se dire, non, mais je ne le fais pas parce que je ne veux pas ressentir ça. Et justement, et je reviens là sur l'élément miroir blanc, mais non, mais j'ai envie d'avoir ce poids sur ma balance où je veux me sentir comme ça, ou me sentir physiquement, va vous permettre de faire un passage et de ne pas passer à l'acte ou de pas pas lâcher parce que vous allez garder ce truc de je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas reprendre du poids, ou je ne veux pas en prendre davantage, ou je ne veux pas ceci. J'ai trouvé que c'était très, très pertinent. Ce n'est pas complètement antagoniste à ce qu'on dit. Je trouve que c'est complémentaire à ce qui est dit. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Mais justement, toi, tu connais le travail de Cal Banyan. Et ça me rappelle le fameux texte universel de Cal Banyan. Tu prends n'importe quel problème, ça peut être le poids, justement, et tu es à un carrefour, tu peux prendre un ou 2 chemins. Et comment tu vas choisir ? Et on teste, on se projette dedans. Et
on prend la route facile ou on va continuer comme aujourd'hui, on continue à manger des choses qui ne sont pas bonnes, des grosses quantités, on ne fait pas d'exercice. Et petit à petit, justement, on se projette comment je vais sentir, comment. J'ai fait ça une fois avec une dame qui dit, mais après 10 ans, je serai morte si je continue comme ça. Donc, heureusement, tu as le choix. Donc, il y a une autre route. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et de nouveau, on se projette, mais là, c'est vraiment comment je vais sentir quand j'ai pu atteindre mon but. Mais après avoir vu les résultats catastrophiques, si on prend l'autre route, oui, effectivement. Ce rapport motivationnel, il est intéressant et il est important. Quand vous êtes en train de voir quelque chose, bien sûr, voyez-vous dans le miroir blanc, mais il est intéressant, et souvenez-vous, on dit souvent dans le miroir bleu, vous êtes en train de voir toutes les problématiques, vous analysez le problème, etc. Et il peut être intéressant de vous dire, OK, et si je continue comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Et si je continue à prendre du poids, ou à ne pas perdre du poids, ou à pas arrêter la cigarette, parce que là, tu vois, ce que tu viens de me dire, ça me rappelle le protocole qui est certainement celui qui a été le plus utilisé en hypnose pour l'arrêt du tabac, qui était celui de Jerry Kine. Et Jerry Kine, à la fin de son protocole, donc tu viens de faire 3/4 d'heure de blabla sur maintenant tu es non-fumeur, maintenant tu es libre, etc. Et à la fin, il dit maintenant tu vas avoir le choix. Et c'est toi et seulement toi qui décides. D'un côté, tu vas avoir une route qui va être sombre, qui va sentir mauvais, qui va faire mal. Chaque centimètre, chaque mètre que tu fais va être fatigant, difficile, dur, tu auras du mal à respirer. Et il exagérait à fond. Et de l'autre côté, tu vas avoir toi. De l'autre côté, c'est un chemin qui est lumineux, où tu respires à plein poumon, peut-être même tu fais du sport. D'ailleurs, tu peux trottiner en même temps que tu y vas, tu t'amuses, tu prends plaisir, tu as du soleil, tout est beau et tout sent bon, tout sent de mieux en mieux parce que d'ailleurs, tu fais de plus en plus attention. Et donc, il jouait là-dessus, il dit maintenant, tu as le choix. Soit tu vas côté négatif, soit tu vas du côté où tu deviens non-fumeur. Mais si tu vas sur ce chemin, plus jamais, tu ne retourneras sur l'autre parce que tu fais une promesse avec toi-même, etc., etc. Et on est exactement dans cette notion-là. Et pour nous, en Sylva, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, prenez un temps dans le miroir bleu de dire, OK, j'en suis là, voilà les problématiques, voilà ce que je vois, j'analyse mon problème. Mais, et si je continue? Et si je ne change pas d'état d'esprit? Et si je ne change pas d'attitude? Et si je ne modifie pas? Ça peut être très intéressant parce que ça vous permet de vous dire, c'est pas simplement ça va me faire du mal, mais projetez-vous dans le fait que je continue à fumer et je m'imagine pas bien. C'est en miroir bleu, on s'en fout, on sait qu'après on ne reviendra plus dessus, mais passez un temps dessus. Vous dire je vais tousser, je vais pas être bien, peut-être que j'arriverai pas à faire de sport, peut-être que j'aurai un cancer, peut-être que plein de choses. Et une fois que ça a bien imprimé à se dire, c'est pas ce que je veux, moi. Moi, je veux. Et là, on prend miroir blanc. Moi, je veux respirer. Moi, je veux m'amuser. Moi, je veux voir grandir mes enfants, mes petits-enfants. Moi, je veux faire du sport avec. Moi, je veux plein de choses. Et ça peut vraiment être un gros changement dans l'état d'esprit des gens. Se voir dans. D'ailleurs, il y a des éléments en hypnose où parfois on fait ce principe-là. C'est un petit peu comme j'allais dire les doubles quantiques, oui, comme les doubles quantiques, tu vas te voir si tu continues dans la même direction que maintenant. Donc, tu vas dire bonjour à ton toi qui a continué à fumer, qui a continué à manger les biscuits, etc., etc. Et juste cette notion-là peut être un grand changement. Donc, d'un point de vue motivation, apparemment aujourd'hui, c'est un des éléments qui permet d'atteindre le mieux les objectifs. Donc, à prendre en compte quand vous êtes sur cette démarche d'atteindre un objectif. C'est Huberman, je crois, qui avait fait le podcast. Je te l'enverrai, il est vraiment très bien. C'est un neuro américain qui fait des podcasts absolument géniaux. Attends, c'était ça. Je crois que c'était là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est Huberman Lab podcast numéro 55. D'accord. Et c'est vraiment un très bon podcast. C'est un podcast vraiment sur les objectifs. Et il est très bien. Et le gars prend plein d'études actuelles avec plein de tests qu'ils ont fait, etc. Et il donne des éléments pour mieux avancer sur nos objectifs au quotidien. D'accord. OK, donc c'est vrai qu'en Sylvain, on a plutôt tendance à visualiser le positif, sentir tout le plaisir. Donc là, on est attiré vers la récompense.
Mais si tu reviens aux toutes premières bases de la psychologie comportementale, on a toujours discuté quel est le plus fort, être attiré vers le positif ou éviter le négatif. Et comme tu dis, éviter le négatif, c'est très primitif, c'est notre sens de survie. Exactement. Donc, si on manque de motivation juste pour être plus heureux, peut-être on devrait aussi voir, mais qu'est-ce qui va se passer si ça ne se passe pas. Ouais, et tu sais, ça revient au métaprogramme de PNL, qui est, tu as ceux qui vont vers et ceux qui évitent. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi en fonction de vos personnalités. Moi, je sais que c'est plus simple pour moi de me dire, je ne veux pas cela, tu vois, d'éviter les choses, plutôt que d'aller vers autre chose. Moi, je suis plutôt en esquive. J'aime bien me dire, ah, ça, j'ai pas envie de le vivre, donc je vais faire en sorte de ne pas le vivre. À l'inverse de personnes qui disent, non, moi, je préfère aller vers quelque chose plutôt que d'esquiver. Mais là, c'est vraiment des notions purement de métaprogrammes et donc de programmes qui sont à l'intérieur de vous. Et ça à prendre en compte dans votre personnalité par rapport aux objectifs. Si aujourd'hui, vous voyez que quand vous faites la méthode, à chaque fois que vous êtes en train de voir ce que vous voulez, c'est OK, ça passe à chaque fois et que vous arrivez à vos objectifs, gardez ça. Si vous vous dites, ah, mais ça ne marche pas toujours très bien, posez-vous la question à vous dire, ouais, et qu'est-ce que j'aimerais au bout du compte éviter? Ah, c'est peut-être pas réussir à avoir ça, c'est, tu vois, à la place d'avoir une nouvelle maison, je préfère éviter de continuer à vivre dans le taudis dans lequel je suis parce qu'il y a des fuites et tout. Et si je reste dans ces fuites, dans cette maison-là, je vais pas me sentir bien, je vais être agacé, je vais être énervé. Et moi, je veux surtout pas ça. Je veux plus ça. Je veux quelque chose de. Et cet évitement, le fait de vouloir autre chose va être stimulant pour l'objectif. C'est vraiment, n'hésitez pas à regarder par rapport à vos personnalités, ce qu'en PNL, on appelle les métaprogrammes, qui programme en amont la façon dont vous fonctionnez subconsciemment. On arrive déjà au bout de la première demi-heure. Donc, ce qu'on fait, on va continuer juste après. Si, bien sûr, vous avez déjà des questions sur tout ce qu'on vient d'évoquer, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Lee One, merci Lee. À tout de suite.